Merci, on a un tout petit peu de retard, mais bon, il a fallu caler les différents interlocuteurs à distance et sur le plateau. Donc bienvenue pour cette deuxième table ronde. On en avait fait une il y a 1 an, et donc là on voulait continuer. On avait démarré à réfléchir un petit peu autour de quels étaient les rôles respectifs des architectes. On va continuer sur cette thématique, et pour ça, je suis accompagné de Jean-Rémy, notre urbaniste, qui adressera la première thématique, et de Cyril, notre architecte d'intérieur, qui va rentrer un peu plus en profondeur sur une thématique liée à architecture et agilité. Donc je vais laisser effectivement Jean-Rémy commencer, et puis chaque interlocuteur en présentiel ou à distance se présenter brièvement pour commencer cette table ronde. Merci. À toi, Jean-Rémy. C'est parti. Donc, le sujet là, qu'on va traiter, c'est autour de l'agilité et les travaux d'architecture. Deux sujets qui sont a priori un peu antinomiques quand on les aborde dans les entreprises ou dans nos métiers au quotidien. Et donc autour de nous, on a 4 intervenants avec des rôles respectifs différents qui vont chacun présenter pour voir un petit peu comment chacun dans leur métier marie ces deux aspects d'architecture et d'agilité. Là, on se présente physiquement. Je t'en prie, Olivier, je te laisse te présenter. Au local de l'Étape, oui, bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Fouquet et je suis responsable du service urbanisation, architecture et sécurité du système d'information à la métropole de Bordeaux. Merci bien. À distance, qui prend la main? Clément? Bonjour à tous, moi c'est Clément Ricato, je suis architecte chez Payfit. C'est un rôle que j'ai depuis à peu près 1 an et demi et j'ai rejoint l'entreprise il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et je travaille, on va dire, particulièrement avec des équipes qui travaillent sur des sujets de refonte de données, de refonte des modèles, de modèles de base de données et sur la communication aussi entre services. Merci bien. Gilles? Ouais, c'est moi qui prends la main. Je t'en prie, je te laisse te présenter brièvement. Gilles Guillemot, je me suis déjà présenté puisqu'on a parlé de Contract First avec Christian Nader sur la précédente présentation. Je suis staff engineer chez Decathlon. Je suis décathlonien depuis 1 an et dans mon job précédent, j'étais 12 ans lead architecte chez lesfurets.com, le comparateur d'assurance. Merci. Dernier, mais pas le dernier quand même. Bonjour, moi c'est Quentin Tumanga. Je suis lead architecte chez La Redoute. Et donc je manage l'équipe de Solution Architecture de La Redoute depuis quelques mois maintenant. Et avant ça, j'étais depuis un peu plus de 3 ans architecte en charge de la plateforme digitale. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, j'en profite, si vous ne m'aviez pas vu les fois précédentes, Jean-Rémy Revier, architecte système d'information et transfo. Je travaille chez Hypo Technologies et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec vous. Du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, et puis je laisserai la main à Cyril derrière pour la suite. Comment vous menez vos travaux d'architecture? Comment vous les organisez pour qu'ils rentrent dans des cycles agiles, aussi bien en termes d'organisation que de rituels ou que de pratiques au quotidien? Je te laisse peut-être répondre, Olivier, pour commencer. Ok, alors chez nous, les démarches agiles sont très débutantes. On a un projet qui est en train de démarrer, mais qui est un projet d'ampleur assez importante, puisque c'est celui de la relation à l'usager de la métropole, donc susceptible de traiter beaucoup de sujets en fait. Jusqu'à présent, les architectes sont intervenus sur la phase de conception de la vision de ce qu'on voulait en faire. Donc on n'est pas encore rentré dans ce que ça pouvait vouloir dire d'un point de vue plus delivery. Par contre, organisation d'une équipe plus agile. Ça c'est pour le très concret et surtout très concret dans l'agile. Ensuite, depuis à peu près 4-5 ans, on a introduit, doucement, ça prend son temps, on a introduit une approche MVP itérative
qui permet de se dire qu'on n'est pas obligé de ce dont on est plutôt friand quand même dans la fonction publique, il faut bien le dire, mais c'est pas un choix, hein, c'est culturel et c'est dû au code des marchés publics qui nous impose de savoir précisément ce qu'on veut acheter quand on démarre un projet. Donc on doit avoir spécifié la totalité dans le détail au moment où on démarre un projet. Donc on a par nature pas des habitudes historiques d'approche agile, et donc ne serait-ce que s'autoriser à avoir un phasage itératif d'un projet, se dire qu'on commence avec dans une approche minimum viable product. Moi j'aime bien l'image du skate, trottinette, vélo, etc. Se dire qu'on démarre avec un skate dont on sait qu'il n'est pas parfait, mais qui va correspondre à des besoins minimums, et puis on se réinterrogera par la suite pour avancer. Ça, c'est plutôt mon équipe d'architectes qui promouvons ces approches-là. Donc on n'est pas très avancé dans les démarches agiles, on est en train de se mettre dedans, et puis on est aussi en train d'essayer de changer le mindset de tous nos collègues, nos 300 collègues de la DSI, parce qu'on est quand même une assez grosse DSI pour une collectivité. Donc en termes de réunion, en termes de phasing, en termes de délai, ça se fait comment? Je vais essayer de donner quelques éléments de contexte. Donc on a en gros 450 projets actifs à la DSI. Donc c'est assez mastoc. On est une petite équipe puisqu'on est 3 architectes, un urbaniste et un chef de service pour la partie purement architecture. Et moi je suis formé à l'architecture d'entreprise initialement, j'étais urbaniste. Et donc au sein de l'équipe, on a un fonctionnement, donc on n'arrive pas à être présent sur tous les projets. Il y a peu de projets qui fonctionnent avec du backlog, même si jamais il y en a quelques-uns. Et donc au sein de notre service, par contre, on s'assure d'avoir une coordination, de pouvoir partager les éléments. Et ça, c'est toutes les semaines. Alors on n'est pas sur du daily meeting, même si jamais dans le service de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire y compris archi, sécu, etc., on a des points 2 fois par semaine en mode stand-up meeting où on lance nos infos, nos actualités du moment. Bon, voilà, c'est un peu... c'est balbutiant chez nous. Ok, ça marche, merci. Clément, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Comment ça se passe chez toi, la mise en place de l'agilité dans les travaux d'architecture? À Payfit, on va dire, les architectes sont aujourd'hui en fait distribués dans les équipes. C'est-à-dire que je vais travailler à peu près 60% de mon temps avec une équipe dédiée. Et donc, je vais participer en fait à l'ensemble des rituels de l'équipe, notamment les rituels d'agilité. Donc, je vais être présent tous les matins au daily stand-up. Je vais aussi participer aux rétrospectives pour l'équipe qui fait du Scrum. Il faut savoir que les équipes n'ont pas forcément toutes le même modèle d'agilité. Ça va dépendre principalement, je dirais, de ce que l'engineering manager va choisir pour le contexte de l'équipe pour être le plus efficace. Et donc, dans ce modèle-là, l'architecture, en fait, elle se fait avec les équipes à l'intérieur. Et globalement, on s'adapte, on fait avec eux, ce qui va nous permettre en fait de promouvoir des pratiques d'architecture, de faire en sorte que les équipes fassent de l'architecture. Parce que notre objectif, c'est pas qu'en fait l'architecte fasse toute l'architecture, mais plutôt d'éduquer finalement les équipes à faire leur propre architecture. Et si un jour en fait il n'y a plus besoin d'architecte, ce sera génial. Ça veut dire pour toi que l'architecture, ça peut être un métier, mais c'est surtout un rôle qu'on endosse et qu'on apprend, qu'on donne à l'équipe. C'est comme ça que tu vois la vision de l'architecture agile. Oui, je dirais que mon rôle, c'est en fait aujourd'hui de faire en sorte que les équipes se posent les bonnes questions et prennent des décisions. En fait, tous les développeurs font de l'architecture, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils ont des décisions à prendre tous les jours. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils prennent les meilleures décisions en connaissance de cause. Donc, de ce point de vue-là, je vais être, par exemple, présent s'il y a des ateliers de refinement de tickets, où je peux en fait poser des questions à l'équipe. Par exemple, ça va être, on parlait tout à l'heure de Contract First, par exemple, qu'est-ce que vous proposez comme spécification OpenAPI? Est-ce qu'on peut la review ensemble? Quels sont les SLO de ratio d'erreur, de performance que vous avez prévus? Et en fait, je vais aller chercher, aller tirer les développeurs sur des sujets hors un peu de leur zone de confort pour aussi un peu les former et du coup, en fait, les pousser à prendre des décisions d'architecture vraiment explicites. Ok. Petit rappel pour ceux qui revisionneront la vidéo, on a eu une très belle conférence sur SLO et SLI sont dans un bateau dans les précédentes sessions. Je vous encourage à la revoir. Merci beaucoup. Gilles, de ton point de vue en termes de rituel, de place de l'architecte dans l'équipe, de MVP versus architecture sur 3 à 5 ans, comment ça se passe chez toi? Alors, la version, je peux vous parler assez brièvement parce que j'ai pas encore beaucoup de recul sur la version Decathlon qui ressemble pas mal à celle de Clément. Sachant que
Des rôles d'architecte proprement parler, on a quasiment plus chez Decathlon. Il y a il y a un certain nombre de staff engineers qui ont été embauchés, qui souvent prennent un peu un rôle de coach, comme décrit Clément. Ça m'arrive aussi de prendre part au daily des équipes, ce genre de choses. Mais j'ai pas enfin, j'ai pas une casquette affichée comme Clément d'architecte en tout cas. Par contre, il y a un certain nombre de gens qui sont plus seniors et qui viennent assister et reviewer les choses. Enfin, des développements et des pratiques et des challenger les architectures qui sont produites par les équipes avant qu'elles les fassent les développements. Moi, je voulais vous parler un petit peu de la manière dont je l'avais organisé chez les Furets, parce que pour le coup, là, j'ai beaucoup plus de recul et de vraie paternité sur la manière dont ça se faisait. Et sachant que les Furets étaient gérés en Kanban pendant plus de 7 ans, donc avec de la livraison continue, on a fait des travaux lourds d'architecture au fil des années, parce qu'on a dû transitionner plein de fois sur des techniques. Et là, en fait, on parlait de rituels. Moi, j'avais un espèce de cycle de 6 mois pour l'architecture, sachant que c'était une équipe aussi qui était petite, hein, on parle d'une équipe qui faisait entre 30 et 40 personnes. Et donc on avait des cycles de 6 mois comme ça, où en fait on réévaluait les projets de transformation et qu'on voulait mener dans les différents future teams. Tous les 6 mois, on avait un espèce d'échange ritualisé avec les tech leads, et puis finalement après, on avait une espèce d'architecture review sur ce qui était proposé sur ces rituels tous les 6 mois. Puis après, ça retournait dans les équipes et elles prenaient leur autonomie pour soit délivrer ce qu'elles voulaient faire. Et puis, évidemment, on ne faisait jamais tout ce qu'on voulait, mais parce que la sacro-sainte difficulté à prioriser les tâches tech versus les tâches fonctionnelles dans le Kanban, ça toujours un exercice qui est aussi difficile pour les équipes. Et puis, on a avancé comme ça pendant plusieurs années. Et voilà, deux expériences un petit peu différentes en termes d'agilité Là, pour le coup, c'est pas le modèle que je retrouve aujourd'hui chez Decathlon, et je pense qu'on se cherche encore chez Decathlon sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup. Et alors, on n'a pas forcément abordé le sujet architecture émergente et comment reprendre ce qui a été fait par les équipes. Est-ce que tu saurais nous en parler un petit peu ? Pardon. Ou sur chez toi, ça se passe autrement. Ça descend, c'est top-down, et il n'y a que des architectes dans cette tour d'ivoire. Merci Aurélien, on pense à toi. À la Redoute, en fait, on est une équipe d'architecture centralisée. Ça correspond bien à l'étape de transfo en fait, dans laquelle on est. Mais grosso modo, on a trouvé vraiment des moyens assez pratiques je dirais, de s'ancrer en fait avec la réalité des équipes, à la fois du coup pour s'en nourrir en fait, pour avoir une forme de continuous architecture, hein, et à la fois avoir un facteur en fait d'influence, parce que toutes les équipes n'ont pas le même niveau de maturité surtout. Donc voilà, c'est un peu comment on fonctionne. On est une équipe centralisée, mais malgré tout, on a un pied en fait dans la réalité des équipes, et ça passe par être présent en fait à certains de leurs rituels,
alors des rituels opportuns comme les quarters, par exemple, les rituels de quarter ou des rétrospectives assez spécifiques. Mais le principe de base, du coup, c'est qu'on cherche surtout en fait à anticiper, à donner du rythme par rapport aux architectures, par rapport aux évolutions, aux projets. Les équipes, elles ont plutôt un focus du coup qui est très centré sur le quarter. On essaye, nous, d'être à 1, 2, certains projets peut-être un peu plus, mais au moins 1 ou 2 quarters d'avance pour permettre en fait de jalonner, je dirais, un petit peu les choses et de déblayer le terrain pour que les équipes aussi gardent leur vélocité en fait. Après, peut-être le point qui est important du rôle de l'architecte en fait pour garantir l'agilité, enfin pour participer en fait aux démarches d'agilité, c'est qu'on est garant quand même, je trouve, d'un langage commun en fait. Du coup, avec le niveau d'abstraction qu'on peut apporter, ou des fois qu'on peut chercher à défaire aussi, on est garant d'un certain niveau de langage commun, et pour ça, on a mis en place aussi, hein, j'ai entendu des architectures review, par exemple. On a beaucoup investi cette année sur la cartographie, par exemple, fonctions, applications, objets, flux, pour vraiment matérialiser en fait des cinématiques, matérialiser en fait l'urbanisation du SI de Redoute. On a vraiment investi sur ces éléments-là. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui ça porte ses fruits parce que ça nous permet en fait de distinguer des zones et des opportunités d'accélération. Du coup, les équipes agiles sont plutôt vachement preneuses en fait. Hein. Ça a mis du temps à poser en termes de fondation, mais aujourd'hui sont vraiment preneuses en fait de tous ces éléments en fait mis en place. Ok, si je résume, du moins de ma compréhension, ce que tu dis, c'est que vous prenez 1 ou 2 trimestres d'avance pour essayer de délivrer les bonnes fonctionnalités au bon moment. C'est ça qui vous permet d'anticiper un petit peu, mais just in time, pas plus. Et d'autre part, le fait d'avoir un langage commun, ça vous permet de faciliter la transmission de l'information entre équipes ou dans l'équipe, c'est bien ça? Ouais, c'est vraiment les points principaux en effet. Ouais. Ok. Il nous reste 5 petites minutes. Je vous propose quelques questions, puis après, du coup, vous répondez comme ça vous vient. Du moins, n'hésitez pas à intervenir. Et pareil à distance. Et n'hésitez pas à poser des questions sur ce que vous avez entendu. On les redonnera bien sûr après. Je parlais tout à l'heure d'architecture émergente. Comment, vous, au quotidien, pour justement pas tomber dans ce travers de la tour d'ivoire, vous trouvez le moyen de prendre les bonnes pratiques qui sont dans les équipes pour les reprendre un peu plus haut et les reverser vers tout le monde, surtout si ça vient percuter vos prévisions initiales? Vous avez des techniques, des habitudes, des rituels? Alors, nous aussi, on est d'équipe centralisée, je le disais tout à l'heure. Les équipes projet, en fait, s'adressent systématiquement à nous quand elles ont des problèmes ou quand elles ont des besoins d'archi, de techno n'existant pas dans le système d'information. Donc, on est en accompagnement. On a 2 facettes. On a la facette prospective. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur la containerisation. On a assez peu dans notre système d'information, on en a un tout petit peu et c'est arrivé de manière opportuniste. Donc on est en train de travailler, j'ai un architecte qui travaille avec les équipes de prod à anticiper ce besoin dont on sait qu'il arrive, et notamment parce qu'on est en train de s'orienter vers du DevOps et qu'on veut pouvoir automatiser le plus de choses possible. Donc on a cette vision prospective. Et pour le reste, c'est assez peu fréquent en fait qu'il y ait des nouveautés sur le système d'information sans qu'on soit nous associés à la décision. Et cette fois-ci, on est vraiment en accompagnement projet. On reste là à produire des préconisations qui généralement sont suivies parce que de toute façon c'est nous qui sommes garants du fait que ça fonctionne à la fin. Okay. On n'est pas tellement dans cette on participe à l'émergence. Il n'y a pas d'émergence ou peu d'émergence qui se fasse sans nous, qu'on ait à récupérer derrière en se disant bah ouais, finalement c'est bien. On essaye, hein, on essaye de capter, on voit comment moi j'aimais bien je ne me souviens plus lequel de mes collègues, confrères à la distance parlait tout à l'heure du fait que
les équipes puissent être autonomes en architecture. On essaye de promouvoir ce genre de choses, notamment parce qu'on est tout petit, on est une toute petite équipe face à peu près 150, 100 chefs de projet, 3 architectes, 100 chefs de projet, on se débrouille comme on peut, quoi. Donc on leur pousse des bonnes pratiques, on leur pousse des cadres, on leur pousse dont ils se servent. Mais finalement, il y a assez peu d'émergence sans nous. Ok, finalement, c'est pas si mal. Vous êtes déjà associé au sujet et vous redistribuez. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et comme mon équipe, c'est à la fois l'archi et la sécu, ben, on est garant de la sécurisation. Les architectes sont garants de la mise en œuvre des éléments nécessaires à la sécurisation. Et en plus, on est capable de dire, ben non, non, en fait, on va pas partir en prod. Ok. On prend trop de risques d'un point de vue sécu. Donc, Ok. on est sans être coercitif, parce que je veux vraiment pas qu'on soit dans une approche coercitive. Les gens ont bien compris qu'on était là pour les aider et donc viennent nous chercher. Ok. Et est-ce que parmi vous, vous utilisez des éléments méthodologiques tels que ceux, par exemple, décrits dans Safe ou dans la littérature en général, à base d'enablers et que vous suivez, vous pilotez, Comme Monsieur Jourdain. comme Monsieur Jourdain? Non, oui. Ensuite, je laisserai la parole aux autres. Sinon, je vais prendre toute la parole. Je vais aller venir à Bordeaux. Oui, mais sans les nommer comme des enablers. Ok, des capacités au sens large. Ouais, c'est ça. Et vous, côté Payfit, Decathlon, par exemple, vous gérez des enablers, des capacités, des features qui vous sont propres ou vous les délivrez déjà dans les équipes et auquel cas ça n'a pas de sens? Non, je dirais que en fait, on fait en sorte pour former les équipes vraiment d'instaurer aujourd'hui un mécanisme de RFC pour à peu près pour tout. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent en fait écrire ce qu'elles ont envie de faire. Et ensuite, elles se font review par les architectes ou pas par les architectes. Il faut un peu de tout. Et on a mis aussi en place un forum d'architecture où les personnes peuvent poser des questions et on va aussi propager de l'information à tout le monde. Ok, merci. Du coup, question complémentaire, quand vous avez pris une décision, qu'elle était formelle ou pas, comment vous la tracez, comment vous la faites vivre, quelles pratiques vous avez pour, méthodologiquement parlant, pour vous assurer que le choix est entériné, tracé et puisse être remis en cause? Parce que justement, le tout sujet d'AGT, c'est que ça doit être remis en cause avec de nouveaux faits. Comment vous en occupez? Par exemple, à la Redoute, comme je disais tout à l'heure, il y a le principe des reviews, du coup plutôt sur la phase de design en fait, où on va aider les équipes à notamment déterminer en fait les impacts et même du coup les collisions avec d'autres projets, les impacts avec les autres plateformes. Donc ça, c'est plutôt sur la phase de design parce que finalement, à l'intérieur de leur plateforme, sont plus ou moins en capacité du coup d'avoir une première ébauche de design qui est souvent la bonne. Après, c'est plutôt des choses qui ne sont pas forcément vues, d'autres projets qui arrivent. Et c'est un peu comme ça qu'on les aide sur cette partie-là. Surtout ce qui concerne l'implémentation, on a un système un peu comme les RFC, du coup un peu plus light, qui nous permet de suivre plutôt en fait les incréments d'implémentation, avoir des requests for change en rapport avec le design lui-même, pour être sûr qu'on soit bien du coup qu'on soit bien calibré avec les besoins en fait, les besoins réels et puis certaines limitations technologiques, parce qu'on parle pas mal d'architecture fonctionnelle là, mais il y a aussi tout ce qui concerne l'architecture vraiment solution, où il y a des choses qui sont un peu moins prévisibles en fait. Donc dans ce cadre-là, c'est plutôt AFC en effet. Ok, ça marche. Allez, j'ai une dernière question pour toi, Gilles. Cette fois-ci, tu es obligé de répondre. Est-ce que tu écris encore des dossiers d'architecture longs comme le bras ou alors tu as trouvé un bien meilleur moyen de transmettre l'information? Euh, alors, depuis que je suis, enfin encore une fois, ça y est, j'ai un an de recul chez Decathlon. Donc les équipes, effectivement, elles utilisent à fond C4, le diagramme C4 pour documenter. Donc C1, C2, C3 et C4. Euh, et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui a une bonne, qui a une bonne courbe d'adoption depuis une année environ. Des mécanismes de RFC, en- je dirais que c'est en place dans peut-être la moitié des équipes avec lesquelles je travaille et les autres, elles y pensent sérieusement. Voilà.
Donc la mayonnaise, elle prend bien. Et puis après, j'étais amené depuis un an à écrire plus des documents de vision sur l'architecture, sur les changements euh, qu'il faut opérer à long terme sur le système. Donc j'en ai écrit euh, euh, un petit peu juste quand je suis arrivé sous forme de rapport d'étonnement. Finalement, j'en écris encore aujourd'hui parce que comme je bosse avec beaucoup d'équipes, en fait, je peux souvent je connais pas encore enfin, quand j'arrive, que je vais contacter, c'est souvent trop tard. Ou en tout cas parce que je les connais pas assez. Enfin, j'ai pas de nombreuses années d'ancienneté, donc finalement, je découvre encore plein de choses. Donc, ouais, beaucoup de rapports d'étonnement pour ma part. Et puis, donner des documents qui donnent des axes d'amélioration sur l'architecture de ce qui est construit. J'espère que ça vous inspire. Eh ben, merci beaucoup. Cyril, est-ce que tu veux rentrer dans des sujets, toi, architecte d'intérieur, spécialiste en tapisserie, en marouflage? Est-ce que tu veux Bien sur des sûr. sujets un peu plus concrets? Effectivement, pourquoi pas rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pour moi, agilité, un des avantages, c'est quand même de pouvoir fractionner des gros morceaux pour avoir, disons, une délivrabilité plus itérative. Par contre, nous, en tant qu'architecte, ça nous arrive de dire ah bah là, ça va pas du tout, il faut changer d'architecture. Un exemple, c'est de passer d'un monolithe à une architecture microservice. Un autre exemple, ça peut être de changer un middleware assez central dans l'architecture, comme une API gateway, un serveur d'identification. Et du coup, la question que je pourrais avoir autour de ça, c'est comment les architectes et comment vous travaillez dans un contexte agile, avec les agilistes, pour amener des changements comme ça qui sont très cassants. Est-ce qu'on peut éviter d'avoir un gros Big Bang où finalement on passe de off à on? Est-ce qu'on peut travailler de manière itérative aussi en architecture? Et si jamais vous avez quelques exemples passés, ça pourrait illustrer cette question. Peut-être qu'on peut commencer par Clément. Alors, ce genre de problématique, on va dire, moi j'en ai tous les jours, voire quasiment toute l'année. On est en permanence en train soit d'exploser des monolithes en microservices, même de changer des API gateway, de changer de façon de gérer les secrets, etc. C'est vraiment notre quotidien. Et je dirais que côté architecture, on donne avant tout une vision de comment ça doit être, on va dire, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. On ne force rien. On accompagne les équipes en fait, en leur montrant un peu comment faire, en faisant en sorte qu'il y ait le tooling qui soit disponible pour que les équipes soient capables en fait, de prendre le train des changements. Et on se synchronise aussi avec le management. On ne pourra rien faire si on n'a pas le support du leadership. Donc c'est avant tout un process où on va donner de la vision, convaincre les engineering managers, les directeurs. Et ensuite, les équipes vont y aller à leur rythme, en fonction de leur contexte. Elles vont prendre, par exemple, dans leur sprint, des tickets pour aller vers, je sais pas, pour commencer à lancer un nouveau service. Et on va simplement, nous, s'assurer que les choses sont faites et qu'il y a une responsabilité des équipes dessus. Donc, on va suivre probablement l'état des projets là-dessus, faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop en même temps. Le risque pour nous, c'est vraiment qu'on ait trop d'initiatives en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit qui paralyse les équipes. Et en fait, plus on fait grandir, je dirais, les équipes transverses, on a des équipes, par exemple, de design studio, de sécurité, des équipes, on va dire, un peu plus expertes qui sont là pour accompagner les équipes, plus, en fait, ces équipes expertes à côté ont des choses à faire changer aux équipes produits. Donc, c'est essayer de garder un minimum d'initiatives, de changements comme ça en même temps. Y aller doucement, faire en sorte que les équipes y aillent. Et après, je dirais aussi faire avec elles. Faut que nous aussi, on soit capable de faire ce qu'on prêche. Et en général, on va toujours commencer par le faire une fois ou deux avec des équipes. Là, par exemple, aujourd'hui, je travaille sur
fait, un éclatement du modèle de données de PayFit. On va vouloir en fait finalement changer vraiment notre modèle de données. Et pour ça, il faut qu'on crée de nouvelles API et qu'on arrive en fait petit à petit à migrer de la donnée d'une source, enfin d'un service vers un autre. Et ça, c'est pour le faire bien, on commence avec une équipe, avec un use case précis. On ne veut aucune interruption de service, on veut y aller doucement, que les équipes se forment et qu'elles aient toute l'observabilité pour faire ça. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On voit des équipes, par exemple, qui ont mis en place des patterns scientists, où en fait, pour faire des migrations d'un service à l'autre, elles vont en fait faire les appels aux deux, avoir du code qui automatiquement va comparer les résultats des deux API qu'elles ont appelés. Si les deux sont bonnes pendant, je sais pas, quelques semaines, à la fin, elles vont être vraiment confiantes dans leur changement et petit à petit, on va migrer d'un système à un autre. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, vous faites un petit peu la même chose que le produit, c'est-à-dire qu'au lieu de donner une vision actuelle et une vision cible parfaite, vous fractionnez en petites étapes qui permettent aux gens déjà de mieux voir comment on va vers la cible et qui permet aussi d'aligner finalement les équipes, de les convaincre et d'aller petit à petit vers le changement que vous voulez à la fin. Oui, tout à fait. Ok. On veut des changements les plus petits possibles avec des impacts, des impacts importants. On va essayer de viser des impacts des itérations à fort impact. Par exemple, on va faire une itération sur la sécurité et la façon dont sont gérés les secrets. Puis après, on pourra par exemple changer notre système de messaging. Puis après, on va changer par exemple notre API Gateway. Mais on va vraiment essayer à chaque fois, à la fin, on gagne quelque chose, que ce soit en performance, en sécurité ou même en vitesse de delivery des équipes. Et après, il faut qu'on puisse en fait le justifier auprès du leadership, parce que l'architecture a donc un rôle aussi de conseil envers le leadership, et on est aussi responsable de ça et accountable pour ça. Ok, merci. Quentin, chez La Redoute, du coup, est-ce que vous avez un peu cette même approche et est-ce que tu penses que le fait de travailler de manière itérative et comme l'a dit Clément, en testant d'abord avec une petite équipe qui teste le changement, est-ce que tu penses qu'on peut réutiliser finalement des principes de l'agile comme les reviews de fin de sprint pour améliorer finalement le chemin d'architecture qu'on a designé au début? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez chez La Redoute? Euh, oui, alors moi je suis plutôt d'accord du coup avec ce que Clément dit, hein, et c'est un peu une démarche similaire qu'on peut trouver à La Redoute, au sens où il y a vraiment en fait euh, l'importance d'avoir en fait des itérations et en fait savoir démontrer des états stables intermédiaires, les rendre visibles, du coup savoir les communiquer. On a tout un process en fait euh, grâce auquel on peut facilement communiquer à l'ensemble de l'IT en fait l'état d'un projet. Et au cours du projet, il faut absolument démontrer des états stables et qui portent en fait une certaine valeur. Donc ça, c'est peut-être un point principal. Et pour faire ça, je dirais que ce qui est important chez nous, c'est on essaye de tout faire pour impacter le moins de layers possible. Euh, enfin, n'impacter qu'un seul layer. On peut impacter plusieurs composants, plusieurs applications, etc. Mais qu'un seul layer. Et quand je parle de layer, je parle plutôt de changer l'aspect fonctionnel, changer ou un aspect technique, ou changer un aspect d'infrastructure, par exemple. Mais éviter absolument pour tout projet que de multiplier, enfin, que de croiser en fait le fonctionnel et l'infrastructure, par exemple. On ne s'interdit pas en fait de migrer parfois plusieurs composants ou plusieurs applications en même temps, parce que des fois, parfois c'est ça reste mandatory. Par exemple, il y a 2 ans, et on avait fait un talk sur ça, on a migré l'ensemble du site dans GCP. Le principe de base, ça a été de rester ISO fonction, voilà, assez classique, hein, mais de changer que le layer d'infrastructure. On s'autorise du coup au sein même d'un layer, c'est d'être quand même en fait assez audacieux. C'est pour ça que c'est finalement pas vraiment une question de lift and shift ou ce genre de choses. On peut être audacieux au sein même d'un layer parce qu'il y a vraiment des opportunités des fois à aller saisir euh, directement en fait, hein, sans vouloir absolument ou trop découper ou en fait faire des états de transition beaucoup trop longs.
actuellement, on refond notre checkout. Ça a été un peu le même principe. On a décidé dans une V1 de refondre en fait vraiment l'aspect technique et l'aspect purement stack technique, du coup tout ce layer-là, sans pour autant trop impacter l'aspect fonctionnel. Mais on s'attache à des KPI qui démontrent une valeur du type la performance, la rapidité, la latence, etc. Et on raccroche ça à des enjeux UX. Hein. C'est pas parce qu'on touche pas au layer fonctionnel qu'il n'y a pas de valeur même pour le client. Et après, on a fait une V2 où on s'est attaqué au layer fonctionnel et on a changé des choses, rajouté des moyens de paiement, ajouté des moyens de delivery, etc. Mais on a fait vraiment du phasing. Donc, tout à fait aligné en fait sur l'aspect itératif de la chose, c'est sûr. Ok, merci. On est un peu en manque de temps, donc on va essayer de conclure rapidement. Est-ce que Gilles, il me semble que tu avais un exemple à nous partager. Est-ce que en quelques phrases, tu peux nous en parler? Alors, moi, c'était un petit peu, euh, encore une fois, c'était les deux histoires autour des furets, des chantiers de transformation un peu difficiles qu'on a opérés. Le premier, c'était, il y a un moment donné, euh, on avait un peu de succès et il a fallu qu'on migre sur un système de base de données NoSQL pour juste pouvoir. Et donc, on est parti sur du parallel run. Donc, en fait, on a un circuit de données avec double écriture et tout ça. Et ce truc-là, ça avait l'avantage que ça rentrait bien dans le. Enfin, ça brisait pas en fait la continuous delivery, parce que justement, on construisait un truc à côté. Par contre, en fait, ce qui a été hyper dur, c'est de le terminer et d'enlever le circuit de données legacy, en fait. Parce que justement, on avançait par petits pas, sans jamais rien casser. Mais en fait, le chantier s'est étalé sur plus de 2 ans parce que justement, on n'arrivait pas à lui donner l'accélération suffisante et puis on se faisait déprioriser en fait cycliquement euh, dans le, dans la continuous delivery. Voilà, donc ça c'était un peu donc ça marche bien, sauf que c'est compliqué à faire atterrir. Et puis le deuxième chantier que justement on a cherché à opérer un peu différemment, et pour le coup c'était la migration GWT vers React. Donc, il se trouve que on utilisait une technologie, on utilisait beaucoup la technologie WT pendant presque 10 ans, et puis à un moment donné c'était juste obsolète, il fallait migrer vers React. Et là, on a eu une approche un petit peu. Euh, on voulait. Le parallel run, de toute manière, il n'était pas vraiment possible. Donc là, on a eu une approche un peu coup de poing où on a monté une équipe commando, entre guillemets, pour essayer d'effectuer le truc, qui était vraiment ardu, quoi, comme transfo. Et pour pas briser la continuous delivery, en fait, on a pris une stratégie de refactoring en place de l'appli legacy. Donc, on a réécrit une grande partie de l'appli dans la techno legacy pour réduire le gap de la migration et on ne pouvait pas éviter de bloquer la continuous delivery pendant plusieurs. Au final, on a réussi à la bloquer pendant 4 mois à peu près seulement pour migrer la totalité, enfin, enlever complètement la techno de la stack. Et donc, on a réécrit l'application dans la techno legacy pour arriver à mieux la migrer. Et grâce à ça, en fait, on n'a pas brisé la continuous delivery des équipes. Voilà, c'était les deux petites histoires, quoi. Ok, merci. Approche très intéressante pour le deuxième projet. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous trois en ligne d'avoir partagé ces expériences et merci à Olivier de s'être déplacé. Je pense qu'on va conclure ici. Oui.
Rendez-vous au mois de juin. Le 23 juin, en physique à Bordeaux, probablement à Bordeaux Centre, comme on le disait tout à l'heure, comme le disaient Laurent et Aurélien, pour se rencontrer, pour discuter, que ce soit pour des sujets business, des sujets recrutement évidemment, ou pour du partage entre pairs. Rendez-vous le 23 juin, probablement sur le coup des entre 18 et 19 heures, dans un lieu plus ou moins festif, plutôt plus que moins, au centre de Bordeaux. Merci de nous avoir suivis, merci pour et votre fidélité et vos commentaires et les propositions. Et pour redire ce qui a déjà été dit au début, on est toujours appétant à trouver de nouveaux intervenants, de nouveaux speakers, de nouvelles thématiques. N'hésitez pas à nous partager les sujets sur lesquels vous vous posez des questions et rejoignez et le Slack pour venir en discuter. Suivez les informations qui seront diffusées sur le compte Twitter @RCHILOCUS également. Pour venir nous interroger et pour interagir avec nous. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et rendez-vous en physique, j'espère nombreux, à la prochaine fois. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Encore, au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir.